En beauté, en compagnie d'Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, bonjour. Salut. Écoute, cette semaine, il y en a eu des nouvelles concernant comment on gère, en fait, comment l'État intervient dans la société, comment ça a un impact sur votre vie quotidienne. Puis le premier sujet dont tu veux nous parler, c'est le CRTC qui a finalement réglementé, mais dans le sens où on a voulu diminuer la durée des contrats et aussi permettre aux gens de débloquer leur téléphone cellulaire pour l'itinérance. Est-ce que moi, cette nouvelle-là, personnellement, ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, quand j'ai vu la nouvelle sortir au début, je me suis dit, enfin, on va se coller sur les Américains. Je me suis dit, j'ai rêvé à ça, là, j'ai eu comme un rêve fou. Là, je me suis dit, on est tous à la frontière américaine. Tout ce qui nous sépare, là, c'est quelques kilomètres du marché américain. Puis on paye 2 fois le prix pour le cellulaire. Puis finalement, j'ai été déçu parce que c'était juste ça. Toi, c'est quoi ton sentiment? Ben écoute, moi... Quand tu as vu ça? Est-ce que tu n'es pas dans la bonne direction? Moi, j'ai été... tu sais, notre famille, on a été propriétaire de Câbleau Distribution pendant 15 ans. On avait la 4e plus grosse compagnie Câbleau Distribution, puis on l'a vendu à Vidéotron. Alors, nous aussi, on avait tout le dilemme là dans ce temps-là. Il y avait une boîte, là, tu sais, le décodeur que tu mettais sur la TV, là. Bon, faut se replacer dans le temps, ça coûtait cher, là, cette boîte-là. Ça coûtait 1000 $. Et donc, on se disait, OK, est-ce qu'on l'achète, puis on la finance, puis on permet à l'abonné de l'avoir pas cher? Comment est-ce qu'on s'arrange là pour qu'on puisse avoir une offre qui est intéressante pour le consommateur? Et donc, évidemment, une des choses qu'on faisait, c'est qu'on les louait, tu sais, on les louait sur 3 ans, où on disait, on te donne la boîte gratuite, mais il faut que tu signes avec nous pendant 3 ans, 4 ans, parce qu'il commençait à avoir de la concurrence avec les satellites, donc il fallait qu'on fasse attention. Et donc, il y avait toutes sortes de possibilités. Là, ce que le CRTC fait, évidemment, il nous prend tous pour des tartes et... non, mais c'est ça, là, tu sais. Alors, ils disent... En fait, ce qu'ils ont dit, c'est... plus de contrat de 3 ans. Tu n'as plus le droit d'avoir le contrat de 3 ans, donc c'est 2 ans. Alors là... Moi, je suggère aux gens qui veulent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent s'acheter un téléphone, de se grouiller parce que si tu l'achètes, je suis allé sur le site de Vidéotron, par exemple. Bon, si tu veux acheter le gros Samsung, là, par exemple, là, le prix détail, c'est 650 $. Bon, ça coûte cher, ces téléphones-là, là. Tu sais, des jeux ça coûte 200. C'est des grosses. Ça fait coûte cher, là. Alors là, Vidéotron sait très bien que 650 $, c'est pas tout le monde qui peut s'en payer. Alors, ils disent, tu sais, viens avec nous autres, puis on va te donner un prix réduit. Si tu prends une mensualité de 50 $ pendant 3 ans, on va te le vendre pour 200 $. Et là, c'est fini, ça. Alors là, t'as plus le droit de faire ça. Le CRTC dit... Mais à quel point ils vont pas baisser le prix des téléphones, Adrien, à ce niveau-là? Parce que leur marge est quand même considérable. Non, mais là, ce qui va arriver... Non, là, c'est le contraire qui va arriver, c'est que là, avant, tu pouvais acheter le téléphone pour 200 $ si tu signais pour 3 ans. Ouais. Et là, tu vas être obligé de payer 350 $ parce que tu peux pas signer plus que 2 ans. Ouais, c'est ça, mais fait que dans le fond, le calcul est bon. Le calcul est pas bon pour nous, mais à quelque part, l'industrie va s'ajuster aussi, là. Ben oui. Puis là, on ne sait pas comment. C'est sûr qu'on ne sait pas comment. Puis, tu sais, le président du CRTC a été obligé d'avouer en conférence de presse que c'est un bénéfice pour les consommateurs, oui ou non? Il est obligé de dire que ça va probablement coûter plus cher. C'est ça. Pour le consommateur. Exactement, parce que c'est une forme d'oligopole, le téléphone cellulaire au Canada. C'est 3 gros joueurs majeurs. Le reste, c'est des joueurs marginaux. Il y a une forme d'entente tacite entre eux autres. Ça se peut pas qu'il y ait une libre concurrence. On peut pas avoir des tarifs qui sont 2 fois plus élevés qu'aux États-Unis dans un marché qui est collé sur le marché américain, qui est pas si difficile à distribuer. Je pense pas. Là, on est tous sur la frontière américaine. On n'est pas à coup de jouac, là. Donc, en termes de territoire à couvrir, je vois pas pourquoi le Canada serait plus compliqué à couvrir que le territoire américain. Là, je vais faire 2 commentaires. D'abord, je sais pas. Il y a des études qui disent que c'est pas plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Moi, j'ai un petit peu de misère à croire ça. Mais en tout cas, j'ai déjà vu des études qui disent ça. L'autre chose, c'est que le Canada, là, c'est difficile à couvrir. Ça paraît pas, là. Je comprends qu'on est... C'est une ligne. 96% du monde demeure à peu près à 100 km de la frontière. Mais va installer le cellulaire à cette île, là, ou bien à Tuktoyaktuk, ou bien je sais pas trop, coûte cher, parce que là, il n'y a pas beaucoup de population. C'est ça, on n'est pas assez nombreux. Installer le cellulaire à Montréal ou installer le cellulaire à Boston, c'est pareil, mais installer le cellulaire à Chicoutimi puis à Boston, c'est pas la même chose. Alors donc, aux États-Unis, il y a plus de densité à certains endroits. Alors donc, ça pourrait expliquer la différence de prix. Moi, je pense que si tu voulais vraiment faire baisser les prix, honnêtement, ça serait de permettre à Verizon exactement ou à AT&T de venir au Canada.
Parce que là, ce qu'ils feraient, eux autres, ils prendraient ton signal, mettons, à Montréal, puis mettons que tu vas faire un interurbain à Vancouver. Ils prendraient le signal à Montréal, ils descendent à Boston, ils prennent leur fibre optique qui est déjà installée, ils envoient la conversation téléphonique à Seattle, puis là, pouf, ils leur remontent à Vancouver. Tu sais. Exactement. Alors donc, ils pourraient maximiser leur réseau américain pour les interurbains, puis ils pourraient maximiser toute leur infrastructure de facturation, de service à la clientèle. Alors, c'est sûr qu'il faudrait que tu installes des tours de transmission à Montréal, là, tu sais. Mais au Canada, on a une espèce de peur que les systèmes de téléphonie appartiennent à des étrangers. On n'a pas le droit, là. C'est défendu, on n'a pas le droit d'émettre une licence à un étranger. Je pourrais comprendre, en fait, je suis pas d'accord, mais initialement, le raisonnement, c'était que la culture, le contenu, la télévision, il fallait pas que ça appartienne à des étrangers. Mais là, c'est du téléphone, on s'en foutu, tu sais. Ben, c'est comme, moi, ça me fait penser aux années 90, quand les prix d'interurbains ont baissé au Canada, c'est parce qu'on a laissé les Américains rentrer sur le marché, puis Sprint, AT&T, entre autres, sont venus fournir des services interurbains. Ils pouvaient pas fournir la ligne physique parce que ça appartenait à Bell ou d'autres telcos, mais ils fournissaient le service interurbain parce qu'il y avait des réseaux de fibre optique américains. Puis comme tu dis, alors pourquoi on fait pas la même chose pour la téléphonie cellulaire? Ça serait tellement plus simple. Quand le gouvernement se mêle de quelque chose, d'habitude, ça marche plus. C'est épouvantable. Et d'ailleurs, parlant du gouvernement qui se mêle de quelque chose, et toujours en restant en télécom, tu veux nous parler de l'investissement du gouvernement, en fait, la subvention assez importante qu'on a fait pour Ericsson. On a déroulé le tapis rouge pour créer combien? 60 emplois? 60 emplois. J'écoutais ton entrevue avec l'autre M. Pouliot tantôt, puis c'est à peu près le même dilemme. Tu sais, c'est que, d'abord, t'as des études, des machines à boucan, hein, les études de retombées. Ça veut rien dire. Ça, là, tu passes pas longtemps là-dedans. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, t'as Ericsson, mais là, il y a un petit dépanneur à côté, puis le petit dépanneur, il achète des chips. Alors, le gars qui travaille dans l'usine à chips, c'est une retombée économique du Grand Prix, ça finit plus, là. Mais, alors donc, évidemment, les retombées, on peut pas croire à ça. Mais ce qui était, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord, c'est quoi le montant de la subvention, parce qu'on donne des dollars, là. D'abord, ils paieront pas d'impôts pendant 10 ans. OK, Ericsson, là, pour ça, c'est pas pire. Deuxièmement, ils ont le même crédit d'impôt pour les employés, donc 35% du salaire des employés va être payé par l'État. Et puis, troisièmement, il y a un investissement, là, je pense que c'est Investissement Québec qui va mettre un 10 millions. Puis, quatrièmement, il y a une subvention, mais ils n'ont pas dit combien. Ils vont payer le tarif d'électricité pas cher, là, ce qu'on appelle le tarif L. Bon, le tarif L, ça, c'est 4,6 cents le kilowattheure. Normalement, tarif normal là, pour une entreprise, c'est 7,7 cents. Ouais. Donc, tu as une subvention de 3 sous. Bon, 3 sous, ça n'a pas l'air bien excitant, sauf que c'est immense à ce niveau-là. Là. Ben là, c'est 80 mégawatts par année, parce que ça, là, il faut comprendre que cette usine-là, l'usine, en fait, c'est rien qu'une boîte. Une grosse boîte, là, c'est quoi? C'est 400 000 pieds carrés, là. Ça, c'est 8 terrains de football, OK? Une grosse boîte dans laquelle il y a des ordinateurs. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'ordinateurs, puis il y a des techniciens qui vont s'assurer que les ordinateurs marchent, là. C'est ça, là. Ouais. C'est un centre de données. C'est un centre de données, là. Tu sais, ils ont des mots fancy pour dire que c'est excitant, là, mais c'est qu'une boîte avec des ordinateurs dedans. Alors donc, et ça consomme énormément de courant, là. Tu sais, c'est comme si tu avais, mettons, je sais pas combien il y a, 20 000 ordinateurs là-dedans qui sont allumés tout le temps. Ça chauffe. 80 mégawatts par année. Ça, c'est 80 000 watts fois 24 heures par jour fois 365 jours par année. C'est 700 millions de kilowatts à 3 sous. Finalement, ça fait 21 millions par année. C'est incroyable. Ça fait beaucoup d'argent, 21 millions. À peu près, là. Ça, c'est mon calcul, là, tu sais, à mi-taine, là. Mais moi, je te pose la question parce que je me souviens quand les Ericsson, ils sont pauvres, hein, tu sais. C'est une petite PME. Je me souviens quand ils ont développé la Cité du multimédia ici dans le Vieux-Montréal, à l'époque, on a subventionné les emplois, mais on a créé à quelque part, il y avait l'idée de créer une industrie de toutes pièces au Québec qui n'existait pas, le développement de jeux vidéo. Dans ce cas-ci, on s'entend-tu pour dire que ça va pas devenir l'Eldorado des centres de données, le Québec, avec un investissement comme ça? Non, puis moi, j'ai des chums qui sont dans cette business-là, là, de bâtir des centres de données, puis les autres, ben là, les deux bras là, sont tombés à terre, là, parce qu'ils ont dit, ben là, tu sais, nous, c'est pas juste pour nous autres, là, nous autres, on l'a pas cette subvention-là d'Hydro-Québec, là, puis on l'a pas cette subvention-là du 10 millions. Alors, donc, c'est déloyal. Alors, les subventions, là, c'est toujours plein de problèmes. Bon, ça crée la concurrence injuste. Deuxièmement, c'est pas vrai que ça attire des investissements. Des fois, ça peut en attirer, là, mais ce qui attire les entreprises, là, c'est le coût
la main-d'œuvre, le coût de faire des affaires ici, la taxation, les lois du travail, les infrastructures, tu sais, y a-tu des nids de poules partout, il n'y en a pas, est-ce que, bon, tu sais. Tout ce que tu viens de mentionner, on part avec une prise au bâton. C'est pour ça qu'il faut qu'on en donne des subventions. Le poids, ben c'est ça. Ah ouais. C'est ça le problème. C'est notre seule façon de charmer. C'est notre seule façon de charmer parce que tous les restes que tu viens de nommer, on n'est pas capable de concurrencer. Alors, on taxe le monde de plus en plus, puis là, les gens viennent pas parce qu'ils sont trop taxés. Alors là, on les taxe encore plus pour donner des subventions. Oui, parce que imagine, Adrien, l'entreprise, elle arrive. Là. Bon, avez-vous un salaire minimum au Québec? Oui, il est rendu à 10 $ et plus. Oh, OK. Avez-vous, les impôts? Ouais, dès que vous faites des profits, là, ça va se rapprocher assez rapidement du 50% là, l'impôt. Ah, OK. À un moment donné, d'autres questions arrivent, puis on n'a rien pour les séduire. Là. Alors donc, ça crée de la dépendance en plus de ça, parce qu'une fois que tu commences à avoir les subventions, là, tu restes dessus, tu veux rester dessus. Ça enlève les incitatifs aux entreprises de s'adapter. Tu sais, as des subventions, ça va bien, ça va mal, tu as toujours ma subvention. Puis finalement, ça ne fait que déplacer des emplois. Puis c'est un peu la discussion que tu avais tantôt sur le Grand Prix. Cet argent-là qu'on donne au Grand Prix ou qu'on donne à Ericsson, là, qu'est-ce qui serait arrivé avec cet argent-là si ça n'avait pas été donné à Ericsson ou si ça n'avait pas été donné au Grand Prix? Elle serait dans nos poches. OK? Alors, nous, là, comme contribuables, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On l'épargne. Okay? Ou on le dépense. On la dépense. Je dirais plus qu'on la dépense. Ou on l'investit, les trois, tu sais. Alors, si on la dépense, on crée de la richesse, tu sais, on crée de l'économie. Deuxièmement, si on l'épargne à la banque apprend ça, puis elle prête à quelqu'un qui va investir. Ou troisièmement, si nous autres, on l'investit. Alors, le problème avec la subvention, c'est qu'on voit le ministre qui va couper le ruban de la nouvelle usine. Tu sais, tu peux être sûr que quand Ericsson va ouvrir, là, tout le gouvernement va être là, qu'il soit péquiste. Alors donc, on va couper le ruban, le ministre des Finances va être là, puis là, la photo, puis on achète des votes avec ça. Mais on ne voit pas ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu la subvention à Ericsson, puis si elle avait été tout simplement diffuse dans l'économie. On sait par contre que les gens d'habitude dépensent mieux leur argent que le gouvernement. Les gens d'habitude, parce que c'est leur argent, il y a à gaspiller. Parce que c'est les intérêts de chaque individu. Il n'y a pas 56 intérêts qu'il faut trouver un équilibre. Non. Alors donc, c'est mauvais, puis nous autres, on est les champions des subventions. Là, c'est 4 milliards et demi. Si tu oublies l'agriculture, c'est 4 milliards et demi, c'est 4 fois plus per capita qu'en Ontario, au Québec, là. Alors, normalement, si on en dépense 4 fois plus per capita qu'en Ontario, tout le monde devrait avoir un emploi. Ça devrait être banal. Le chômage devrait être à 2 %. C'est ça. C'est un chômage de transition. C'est ça. L'autre sujet dont tu voulais nous entretenir, cette nouvelle, c'est drôle comment ça a été spiné. On a fait des grands titres avec « Les cliniques médicales font des affaires d'or ». Ah ouais. Et là, c'est comme si c'était mauvais ou méchant de la part du privé là, qui s'immisce en santé là, de faire des affaires d'or. Toi, tu as voulu réagir à ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, il y a un groupe là, de médecins pour protéger le système public là, qui s'appelle le docteur Bernard. Là. Alors, lui, évidemment, là, dès qu'il y a un profit qui est impliqué, là, c'est mauvais. T'sais. Et ces gens-là comprennent pas comment ça marche le marché. T'sais. Je veux dire, si tu veux faire de l'argent, tu vas essayer de pas tuer tes patients, tu vas essayer de lui donner un bon service, tu vas essayer de pas le faire attendre. D'avoir une clinique propre. De pas le faire attendre. Une petite machine à café, à espresso. Du service à la clientèle. Service à la clientèle, puis il faut que le gars revienne. Puis ça, c'est vrai. Alors donc, c'est vrai qu'il va faire un profit, mais normalement, il va mieux répartir les ressources si c'est son argent qui est investi que si c'est l'État, parce que l'État, c'est pas son argent, puis elle donne à des gens qui voient pas, puis qui connaissent pas, puis qui sont... C'est pas leur argent non plus. C'est pas leur argent. Alors donc, et ce qui est fantastique avec les cliniques privées, c'est que il se développe tout un marché grâce à ces investisseurs-là qui sont pas des médecins, parce que ce que le gars dit, là, c'est que, ouais, peut-être les cliniques privées, c'est correct, mais il faut que les investisseurs soient des médecins. Comme en pharmacie un peu. Là. Ouais, c'est ça. Les médecins, là, toi et moi, là, ils savent pas gérer rien, tu sais, je veux dire, la plupart. T'as tellement raison. Tu sais, je veux dire, non, ma blonde des médecins, puis c'est épouvantable. Ils sont tellement zéro. Non, mais sérieux, en finance personnelle, c'est épouvantable. Leur expertise est ailleurs, non, c'est épouvantable. Ils ont étudié pendant 10 ans. Ils ont fait que de la médecine. Ils savent même pas ce qui se passe dans le reste du monde. Non, aucune culture générale, puis il a tout à fait raison quand il dit ça. Ouais, ou c'est parce qu'ils sont pris par leur travail, tu sais. Puis absolument, c'est des passionnés. Non, mais je sais pas que c'est un défaut, c'est des passionnés, mais ils ont pas de temps pour faire d'autres choses. C'est ça. Alors donc, il y a
Alors, donc, pourquoi pas avoir des gestionnaires professionnels, des investisseurs professionnels qui vont être là pour aider le médecin à recruter des gens, à s'occuper de la comptabilité, la facturation, la collection des comptes. C'est comme si le médecin le fait lui-même, si le médecin collecte le compte lui-même, si le médecin paye le loyer lui-même, c'est correct. Mm-hmm. Si c'est un gars qui n'est pas un médecin, tous les coups, c'est plus correct. Ouais. Mais là, c'est quoi l'affaire, tu sais? Et finalement, la dernière nouvelle, c'est la fermeture, la faillite, en fait, du Commensal. Ça a été perçu comme, c'est quasiment écoute, c'est la faillite on a l'impression que c'est comme un pan de la société qui s'effondrait, la manière que ça a été joué dans les médias. Puis toi, tu avais un commentaire sur ça. Toi, t'es pas végétarien ni flexitarien. Non, pas du tout. Non. non. Puis qu'est-ce que tu penses de la faillite du Commensal? Est-ce que ça t'émeut beaucoup? Ben moi, je connais bien un des fondateurs du premier Commensal au début. Puis je connais bien aussi le président actuel du Commensal, M. Tremblay. Oui. Et c'est sûr que moi, une entreprise qui ferme, ça me serre le cœur, tu sais, parce que je suis un entrepreneur. Puis c'est plate. Puis mais ce que ça démontre, c'est que le système capitaliste est bien fait parce que en anglais, on dit « the customer is king ». C'est lui qui décide. Puis je regardais tu sais, Mme Ravary avait écrit un blog là-dessus, puis elle disait que le Commensal, ça valait pas de la chenoute, puis bon, tant mieux s'ils ferment. Puis il y a des gens qui répondaient « oui, mais moi j'aimais ça », puis non, ils sont pas bons parce qu'ils se sont pas adaptés. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le marché privé, si t'es pas bon, tu sais, si ton modèle d'affaires fonctionne pas, je comprends que des fois, tu peux faire faillite pour des raisons externes. Tu peux pas tout contrôler. C'est ça, tu sais, mais en tout cas, c'est sûr que si tu gères mal ta business, puis si la business répond pas aux besoins, n'est pas concurrentielle, ne s'adapte pas, ça fait faillite. Puis ça me faisait, en fait, ce que je pensais, c'est que c'est dommage que ça s'applique pas aussi aux entreprises publiques, aux monopoles publics, tu sais. Non, mais c'est ça mon point, c'est que quand c'est privé, puis si tu réponds pas aux besoins du monde, tu fermes. Puis quand t'es public, puis tu réponds pas aux besoins du monde, ben tu têtes l'État, puis tu reçois plus d'argent du contribuable. Tu sais, c'est ça qui est triste un peu. Je prends toujours mon exemple préféré, la SAQ. On ne sait pas s'ils sont bons. Non, mais peut-être qu'ils sont bons. Je sais pas, moi. Mais si le privé s'apparaît de ce on a rien que ça. Secteur d'activité-là, t'as raison. Tu sais, on a quasiment rien que ça. Il y a un petit peu de concurrence le vin de piquette des dépanneurs, mais on le sait pas. Puis ça serait peut-être le fun de l'essayer, juste comme un banc d'essai, là, une espèce de projet pilote. Ah là, lâche-moi les projets pilotes. On y va comme au la coton. Piscine, mais 1,5 million. On pourrait l'essayer, la SAC. Ils sont bons dans certains produits qu'ils offrent, sont bons au service. Moi, j'ai toujours du bon service quand je vais à SAC. Ben, j'espère. Mais au niveau de la productivité, de la performance en tant que telle, de la gestion de l'entreprise. Puis de la gestion immobilière surtout, hein? Ouais. Parce qu'on s'entend supposer que les sacs sont plus que neufs puis ils les refont 5 ans. Non, mais ça coûte, tu sais, en gestion, ça coûte 2 fois plus cher. C'est clair. Quand tu compares les coûts de gestion de la SAC avec, mettons, les coûts de gestion de Métro Richelieu, là, c'est une compagnie publique qu'on est capable de voir, là, c'est 2 fois plus cher. Ça coûte 2 fois plus par dollar de vente pour administrer. C'est fou. Puis ils vendent la même affaire, ils vendent des bouteilles. Il y en a un qui dit des bouteilles, il y a du lait dedans, l'autre vend des bouteilles, ou de l'huile, puis l'autre vend des bouteilles, puis c'est du vin. Pareil, là, tu sais. Bon, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, merci d'avoir été avec nous pour faire ce tour.